Premier point à l'ordre du jour. Joyeux anniversaire à Philippe, notre technicien, 38 ans hier. On n'a pas d'effets spéciaux parce qu'on l'a pris par surprise. On n'a pas de roulement de tambour, de feu d'artifice. Mais bon, merci d'être là, Phil, à toutes les semaines et joyeux anniversaire. On espère que tu fêtes ça en grand. Yoann Lennes, bien sûr. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Toi de même, Ben? Oui, j'ai hâte de te revoir en personne. Là. On a changé un petit peu notre horaire par ma faute. Donc, tu es encore à distance. La semaine prochaine, j'espère te voir dans la chaise à côté de moi. Mais, faut parler de ton camp d'entraînement. Bien sûr, on l'a dit la semaine passée, c'est notre nouvelle tradition là, jusqu'à ton combat du 28. Donc, un peu plus d'un mois là, avant ton combat contre Jordan Mein. Je sais que t'es raqué un petit peu. T'as eu un gros week-end. Là, tu sors d'une séance de conditionnement. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Comme tu l'as mentionné, je sors d'un gros week-end. Moi, j'ai un gym Académie Connexion, puis on avait un athlète en fin de semaine, Charles-Olivier Brunel, qui combattait pour les championnats provinciaux, les gants d'argent en boxe. Puis il est devenu champion. Il est devenu champion des gants d'argent. Félicitations à lui. Ouais, 3 grosses victoires. On s'est battu vendredi, samedi et dimanche. Des allers-retours à Victoriaville. Donc, c'est sûr que ça fait une grosse fin de semaine. Spécialement pour un papa de famille qui est coach, qui est entrepreneur, qui est en camp d'entraînement pour un combat aussi. Donc, la récupération n'a pas été optimale. J'ai continué mes entraînements cette semaine comme si de rien n'était. J'ai commencé ma semaine avec un petit peu de fatigue, il faut que je l'admette. Aujourd'hui, jeudi matin, j'étais très fatigué. La semaine arrive à sa fin. Je sors de mon conditionnement physique, donc je vais avoir une bonne journée à essayer pour récupérer un petit peu. J'ai un cours dans une école cet après-midi que je donne en boxe à l'Oriental Impact à Boucherville. Par contre, ce soir, je compte bien me reposer pour être en forme pour mon sparring de demain, qui est une des plus grosses sessions d'entraînement que j'ai le vendredi. Mais somme toute, le mental est là. Fait que quand le mental est là, le corps il finit par suivre. Tu t'entraînes à quel gym? Je sais que tu te promènes un petit peu. Demain, ton sparring au Tristar? Tristar Gym demain au sparring, yes, avec mes partenaires d'entraînement. Je suis très chanceux d'avoir le Tristar pour m'épauler, pour m'accueillir. Mes plus grosses sessions se font vraiment au Tristar, là, ouais. Puis, est-ce que tu sais déjà qui va être dans ton coin le 28 ou c'est pas encore décidé? J'ai espoir que Firaz puisse être en mesure de venir. On n'a pas eu de confirmation, mais on en a parlé beaucoup. Puis, il m'aide énormément dans mes camps d'entraînement. Donc, j'ai pas mal espoir qu'il va pouvoir être là. Il me manque une autre personne à amener. J'ai pas décidé encore. Moi? Non, c'est pas vrai. Je te serais écoute, pas, mon Ben, je te serais pas d'une grande aide. Les possibilités sont là. Je te serais pas d'une grande aide, je te le confirme. Mais bref, on continue ça la semaine prochaine, Yoann, parce que ça s'en vient. Puis là, je pense, tu sais, à quoi, 4-5 semaines du combat, là, j'imagine que t'es pas mal dans la portion la plus importante et la plus intense aussi, hein? Exactement, là. Dans le fond, moi, j'avais, avec mon coach de conditionnement physique, Lily, on avait vraiment établi un 6 semaines de mise en forme là, pour vraiment être au sommet de mes performances. Donc, ça va faire exactement 6 semaines que je travaille 2 fois par semaine mon conditionnement physique, en plus de mes sparring, en plus de mes cours de boxe, de tout le reste autour. Donc, on a finalisé ça aujourd'hui, les 6 semaines. Je suis vraiment dans une forme incroyable. À partir de ce moment-là, moi, je compte jamais la dernière semaine du combat. Donc, il me reste 4 grosses semaines encore pour essayer de vraiment focusser sur le plan de match. Encore un peu de conditionnement physique, mais là, ça va être beaucoup de mise en situation. Donc, beaucoup de combats, beaucoup de jiu-jitsu, beaucoup de rounds, beaucoup de murs, beaucoup de boxe pour vraiment essayer d'aller capitaliser, avoir la bonne vitesse puis le bon temps de réaction, là. On va continuer à suivre ta progression au cours des 4 prochaines semaines. Restez là. Bienvenue au SOS Podcast, tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Ouais, au menu pour vous aujourd'hui, ce sera un show spécial UFC 324. On met la table en long et en large pour la première carte de l'année 2024. Il était temps que ça recommence. 6 semaines de congé du côté de l'UFC et on passe ça en grand cette fin de semaine avec l'UFC 324 et on termine l'émission bien sûr avec quelques nouvelles, des rumeurs surtout et ça bouge beaucoup là, que ce soit à l'UFC ou dans les autres organisations d'arts martiaux mixtes. Yoann, Justin Gaethje, Paddy Pimblett, championnat intérimaire des poids légers de l'UFC.
il y a tout le monde, chaque amateur a son opinion sur cette finale-là. La tienne, c'est quoi? Excité ou tu trouves plutôt que ces deux gars-là n'ont pas nécessairement d'affaires là? Non, je suis excité. Je trouve que c'est un combat qui est très attrayant à regarder. J'ai l'impression que c'est vraiment deux superstars. Justin Gaethje qui est de highlight reel, un gars qui termine ses combats de manière spectaculaire. On l'a vu faire monter sur la cage puis faire des backflips après ses combats. On n'avait jamais vu ça dans l'UFC vraiment. C'est un gars qui sort de l'ordinaire, qui frappe avec tellement de vélocité, tellement de puissance, qui est capable de terminer le combat avec un seul coup de poing. On l'a vu faire des guerres incroyables, plusieurs bonnies de performance à son actif. Puis de l'autre côté, on a le jeune Paddy Pimblett qui, lui, fait une belle ascension à l'UFC. On peut pas lui enlever, là. Vraiment, à chaque combat, il a des tests un peu plus grands. Puis à chaque fois, on se dit que ce combat-là va être difficile pour Paddy Pimblett. Ce combat-là va être difficile pour Paddy Pimblett. Puis je pense notamment à son combat contre Michael Chandler, où on disait Michael Chandler, il a les mains lourdes, il frappe fort, il a une bonne boxe, il a une bonne lutte, il va pouvoir amener Paddy Pimblett au sol. Écoutez, Paddy Pimblett a fait qu'une bouchée de Michael Chandler. Il l'a détruit, il l'a découpé. Et moi, quand je regarde les combats de Michael Chandler contre Justin Gaethje, c'est des guerres. C'est deux gars qui s'en sont donnés à cœur joie, un après l'autre. Donc, je vends pas chèrement la peau de Paddy Pimblett dans ce combat-là. Je pense que le jeune Pimblett est en ce moment au sommet de sa performance, au sommet. Il est confiant physiquement, mentalement. Il semble être mûr. Il a une longue carrière, il a une belle carrière. Il semble pas être très hypothéqué physiquement. Donc, je suis très excité. Malheureusement, je dis malheureusement parce que j'aime beaucoup Justin Gaethje. Mais moi, je vois Paddy Pimblett gagner ce combat-là. Oh, intéressant. Et ton analyse est bonne parce que faut pas... Et je l'ai écrit dans un texte sur TVA Sport parce que j'ai eu la chance de parler aux deux finalistes aussi, mais c'est ça. Tout le monde, comme je le disais, tout le monde a son opinion sur ce combat-là, mais au final, la stratégie de l'UFC, on commence un nouveau contrat de télé aux États-Unis avec Paramount+. On a pris notre temps avant de revenir. On veut revenir avec un gala qui va attirer les amateurs, ceux qui sont déjà là, et peut-être de nouveaux amateurs également. Et ça te prend deux gars qui vont te donner tout un spectacle. Et c'est ça la stratégie. Faut pas faire de cachette. On n'est pas dans la méritocratie ici. Si on était dans la méritocratie puis y allait avec les gars qui le méritaient, Justin Gaethje serait peut-être là, mais clairement, Arman Tsarukyan serait en finale de ce combat-là pour obtenir une chance à la ceinture intérimaire des 155 livres. C'est lui qui est l'aspirant numéro 1 depuis tellement longtemps et il vient de détruire Dan Hooker. Mais l'UFC, si on avait des doutes, maintenant on n'en a plus. On y va vraiment avec les match-ups qui attirent l'attention et qui ont le plus de chances de donner des feux d'artifice. Et avec Justin Gaethje, tu te trompes pas, et Paddy Pimblett avec 5 finishes en 7 combats à l'UFC. Et ultra populaire aussi, charismatique. Donc, vendre le combat également, la promotion. Il a énormément de fans partout dans le monde, un des combattants les plus populaires, même s'il n'est pas champion. Bref, c'est ça la stratégie. 2 gars populaires et 2 gars qui vont livrer la marchandise dans l'octogone. Exactement. Tu sais, Paddy Pimblett, 9 victoires consécutives. Il est 7-0 à l'UFC. Il y a 5 finishes, comme tu l'as mentionné. Et en ce moment, Paddy Pimblett est super vocal, mais pas seulement contre son combat contre Justin Gaethje. Il parle de Dan Hooker, il parle de d'autres combattants. Lui, là, il est prêt à toutes les prendre, il est prêt à toutes les insulter, pardonnez-moi l'expression. Puis, Fight Week, la semaine de combat, vient de commencer. Donc, il n'y a pas eu la pesée, il n'y a pas eu la conférence de presse, il y a plein de choses qui ne se sont pas passées encore, puis tout le monde a envie de voir ce combat-là. Tout le monde a les yeux rivés sur ce combat-là. Donc, je pense vraiment là, que c'est un combat qui va être vraiment mis sous les radars. Puis c'est un combat, surtout avec la nouvelle entente avec Paramount, c'est un combat qui peut faire exploser puis encore plus briller l'organisation de l'UFC parce que c'est 2 superstars qu'on a en ce moment-là. 14 bonnies de performance en 14 combats à l'UFC. Juste ça vous dit, ça vous décrit bien Justin Gaethje. Il y a 2 combats dans sa carrière où il a obtenu des doubles bonnies. Combat de la soirée et performance de la soirée. C'est un gars qui, à chaque fois,
est assuré d'avoir presque un 50 000 supplémentaire. Écoutons-le d'abord dans un premier extrait où il dit qu'il est effectivement excité à l'idée d'affronter Paddy Pimblett. Et malgré son expérience, malgré qu'il a affronté les meilleurs, il est négligé pour ce combat-là. Confidence is a huge factor when he goes. He's so confident right now. He's young, he's hungry, and yeah, I mean he's been having bigger fights, and I think he's ready for this. I think he's he's got a big following. I think that's a big part of this. I think he's an exciting fighter to watch. I like to watch his fights. You know, he fights hard. He's dangerous. This is my 11th out of 15th fight where I've been the underdog. Crazy. And so it is crazy. It's just a testament to the level of fighters I've been fighting, my whole time. Donc, 11e fois en 15 combats qu'il est le négligé. Dans les 10 combats précédents où il n'était pas favori, 8 victoires, 2 défaites, quand même. Donc, mais vous l'entendez, il le prend au sérieux. Il dit un gars confiant, c'est un gars dangereux. Et c'est exactement le cas de Paddy Pimblett. Comment tu vois Justin Gaethje répondre à la jeunesse, la fougue? C'est un combattant complet aussi, Pimblett. Pimblett, c'est un combattant qui est très complet, justement. Il est pas seulement bon avec ses mains. Il a des bons kicks aussi. On le sait, il kick beaucoup. C'est un combattant qui va combattre les mains très basses. Il va pas avoir une garde très haute. Donc, de combattre les mains basses, automatiquement, ça fait qu'on voit les coups moins arriver un peu. Là où ce que je me questionne un petit peu avec Justin Gaethje, c'est il a subi de très gros KO. Il a subi un gros KO contre Holloway. Il a fait des guerres. Son menton a été mis à l'épreuve. 37 ans oui, aussi. Là, il revient d'une... Exactement, 37 ans. Il revient d'une belle victoire contre Fiziev. Par contre, Pimblett, il frappe, il prend des risques, il est prêt à aller à la guerre, il est prêt à aller au sol, il a de très bonnes soumissions, il est pas à négliger sur son dos. J'ai hâte de voir, parce que là, ça va être un combat de 5 rounds. Est-ce que Justin Gaethje va se garder du change un petit peu? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il va vraiment vouloir commencer le combat fort? Parce que ça, c'est sa force. La force de Justin Gaethje, c'est qu'il avance, des gros coups de pied dans les jambes, travaille avec sa boxe, travaille avec ses mains. Mais si on a un Justin Gaethje qui est un petit peu plus à reculons, qui se pose plus de questions, qui se dit qu'il faut que je me garde un petit peu plus d'énergie pour le 3, le 4e, le 5e round s'ils s'en viennent, c'est là que ça va être à l'avantage de Paddy Pimblett qui, lui, à distance, est vraiment dominant, va trouver les ouvertures, est très dynamique, a un bon jeu de pied. Donc, ce que je souhaite, c'est de voir notre Justin Gaethje des belles années, avancer avec des bons kicks aux jambes, travailler avec ses uppercuts, sa grosse main arrière, mais c'est ce que je doute parce que ça reste un combat qui a beaucoup d'animosité, beaucoup de pression. Quoi qu'il est capable de surmonter ça parce qu'il l'a fait. Il a affronté les meilleurs de la catégorie. Comme tu l'as mentionné, il a été négligé 10 fois. Là-dedans, il a gagné 8 combats. Par contre, Paddy Pimblett, c'est tout un personnage et de l'avoir en avant de nous, ça peut être très déstabilisant. Surtout qu'on sait que s'il gagne, il risque de faire une petite danse à côté de nous, puis comme avec un petit peu d'humiliation là-dedans. Donc, c'est sûr que tout ça, ça joue un petit peu dans notre tête. J'ai hâte de voir comment Justin Gaethje va réagir à ça. Chose certaine, si on a un Justin Gaethje qui avance, qui met de la pression, qui frappe, puis qui se pose pas trop de questions, c'est là que ça peut aller à son avantage. Mais si on a l'inverse, je pense que Paddy Pimblett va pouvoir capitaliser. Là. L'éléphant dans la pièce s'appelle bien sûr Ilia Topuria. Si ces deux gars-là se retrouvent en finale pour un titre intérimaire, c'est parce que le champion, l'Espagnol, a pris une pause. On sait problèmes personnels dans un divorce présentement très acrimonieux avec sa conjointe. Donc, ne combat pas pour la première portion de 2026. Évidemment, ces deux gars-là voulaient affronter Ilia Topuria. Donc, et Paddy Pimblett avait même fait un face-à-face là, avec lui. Tu te rappelleras, à l'UFC 317, après la victoire de Topuria contre Oliveira, c'est Pimblett qui est monté dans la cage. Il y a vraiment une animosité entre les deux. L'UFC voulait organiser ce combat-là aussi. Donc, pour Pimblett, il est ultra confiant. Gaethje, pour lui, c'est un petit peu un plan B, et vous allez l'entendre, veut en découdre éventuellement avec Topuria, puis a vraiment aucun doute qu'il va passer au travers du vétéran Gaethje en fin de semaine. I thought that I could. Ilya was next. We had a little week or two preparing for Ilya, working little bits for him. But then obviously he come out and said that he's not fighting in January. And I got told I was fighting Justin Gaethje. And I wanted to fight Justin Gaethje in October on the Abu Dhabi card, but it never ended up materialising. He said he wasn't going to fight me. And then obviously now there's a belt on the line. He said he wants to fight me. So I've already got that one up on him already. He turned me down.
He didn't want to fight me. So I think he knows in the back of his mind that I will beat him. Pour ceux qui ont de la difficulté à comprendre à cause de l'accent assez prononcé de Liverpool, de Pimblett, dans le fond, ce qu'il dit, c'est « J'étais sûr que j'allais affronter Ilia Topuria. J'avais même commencé à ma préparation. On avait même commencé à élaborer un plan de match. Finalement, il a annoncé qu'il prenait sa pause. Gaethje, je voulais l'affronter au mois d'octobre. Gaethje avait dit non. Et là, maintenant qu'il y a une ceinture en jeu, il veut m'affronter. Donc, il avait dit non une première fois. Je pense qu'il sait que je vais le battre. T'as déjà dit que que tu penchais un petit peu plus du côté de Pimblett. Mais la confiance, Yohan, à quel point ça joue gros, là? La confiance, c'est ce qui joue le plus parce que, en tant que combattant, mentalement, lorsque tu te mets à poser des questions, tu te mets à être une fraction de seconde en retard, tu te mets à forcer un peu plus. Lorsque tu forces, tu te fatigues plus rapidement. Puis on le sait, la fatigue, c'est un des critères numéro 1 pour prendre le dessus dans le combat. Donc, je pense vraiment que être prêt physiquement, c'est une chose, mais être prêt mentalement face au combat, c'est 75, c'est pas 80% de l'efficacité que tu vas avoir quand tu vas être dans la cage. Et comme on l'a mentionné, le Paddy Pimblett qui est sur une belle séquence, qui est confiant plus que jamais, qui est très vocal dans sa manière de s'exprimer face à ce combat-là. Du côté de Justin Gaethje, je sens pas le discours rempli de confiance. Je sens qu'on donne un peu plus d'éloges à Paddy Pimblett. Il a subi des grosses défaites, des gros KO. Ça va être à lui de tourner la switch. Ouais. Permettez-moi l'expression. Je suis pas trop inquiet, par exemple. Switch. Non, parce qu'on le sait exactement. Justin Gaethje, c'est un guerrier pur et dur. Il a affronté les meilleurs dans le monde. Là. On va toujours se souvenir des grosses guerres qu'il a fait. Par contre, en ce moment, je sens que le vent va un petit peu plus en la faveur de Paddy Pimblett. Mais le soir du combat, c'est toujours clairement différent. Fait que ça va être de voir comment Justin puis Paddy Pimblett vont gérer cette pression-là. Là. Gaethje est 4e dans les classements. Pimblett, un rang derrière, 5e. Est-ce que Justin Gaethje considère que Pimblett mérite une chance au titre? Écoutons-le. I don't care. Okay. Sure. I mean, yeah, he's here. He signed the contract. You know, the UFC picked him. He gets to fight for a championship. Again, if he wins, he's getting paid championship money. There could be a lot of haters, but, you know, everybody's talking from the outside. You know, it's us that are going in there and going into the fire and, you know, who I'm fighting, and the UFC, you know, knows what they're doing, so... Il s'en fout des critiques extérieures. Il dit les gens qui critiquent, c'est pas eux qui sont dans la cage, c'est moi et Paddy, puis on va donner un bon spectacle cette fin de semaine. Et Paddy Pimblett, lui, les critique. Est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il les lit? Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui considèrent que son CV ne lui est pas assez reluisant pour mériter une place en combat de championnat. Écoutons encore l'anglais. Of course, you read the comments, you see it all. But people have been chatting shit about me for years, lad. This is nothing new. I'm used to it. Ever since I was an amateur with a skinhead, no hair, braces, people have been talking shit about me. So this is literally normal. I'm used to it. I take it all in my stride and I use it as fuel to the fire. Would you like to prove Michael Chandler wrong? Because I don't know if you saw this one, but yeah, I've seen him pick Gaethje, but that's just the old guard for you, though. The old guard pick the old guard. You don't like it when the newer generation come in and start beating them all up. But like Dustin Poirier and Gaethje, I think both picked Chandler against me, and look how that went. You know what I mean? As I say, the old guard always back each other. The people who fought each other back each other because they want to make themselves look better. Là, cette personne indifférente, il dit j'ai commencé, j'étais un amateur, j'avais pas de cheveux, j'étais un skinhead, j'avais des broches, puis tout le monde me critiquait. Je pensais que jamais que j'allais avoir une carrière. Regardez où je suis rendu aujourd'hui. Puis je l'ai questionné dans un deuxième temps sur le fait que Michael Chandler a affronté et Gaethje et Pimblett. S'est fait battre par les deux. Décision partagée contre Gaethje en 2021, sauf erreur. Je vais revérifier ici. En 2021, décision unanime, mais décision quand même. Gaethje avait battu Chandler, mais on sait ce qui s'est passé en avril dernier, alors que Pimblett, tu l'as dit, a complètement détruit Chandler. Mais Chandler prend quand même Justin Gaethje pour gagner. Et la réponse de Pimblett, c'est la vieille garde va toujours se protéger entre eux. Ils n'aiment pas ça que les combattants de la nouvelle génération viennent leur voler la lumière. Et pour bien paraître... ils vont toujours se choisir entre eux et non pas choisir le petit nouveau. Bref,
Qu'est-ce que tu penses de ça? Les critiques, ils les utilisent comme motivation, clairement, à Pimblett aussi. Oui, puis Paddy Pimblett, moi, ça fait longtemps que je le suis. Ça fait longtemps que je le connais. Dans ces années, je crois que c'était Cage Warrior avec lequel il se battait avant à Liverpool, dans son temps, dans son coin. Puis c'est une méga star. C'était une méga star, mais au début, il était très controversé parce que il faisait de très grosses coupes de poids. Mm-hmm. Il a déjà été malade après un combat, après une entrevue dans le ring, dans la cage. Pendant l'entrevue, il a été malade. Donc là, on s'était posé énormément de questions. Il avait trop coupé de poids. Puis quand il avait vomi, c'était comme un petit peu du sang, ou c'était vraiment bizarre un petit peu. Puis puis par la suite, il y a eu beaucoup de controverses autour de Paddy Pimblett, comme quoi il prenait énormément de poids, après il perdait du poids, mais ça restait une superstar qui faisait danser des arènes au complet quand il rentrait dans l'octogone. Il terminait ses combats. Donc c'est sûr que lui, la pression, les commentaires négatifs, les jugements, les fans, les gens un peu plus toxiques, il connaît ça, puis ça fait longtemps, puis il est en mesure de bien gérer ça. Fait que je pense que c'est la plus belle victoire pour lui d'être rendu où il est, de se battre pour un combat de championnat, invaincu à l'UFC, a peut-être des petites faveurs de la part de l'UFC aussi. Donc, automatiquement, pour lui, c'est le meilleur des scénarios qu'il pourrait avoir. Fait que je suis content de le voir un peu de glace, comme on dit, sans émotion. Il sait où ce qu'il s'en va. Puis, moi, je trouve que c'est une belle histoire. Je trouve ça inspirant. Un gars qui a tout un personnage, mais un gars qui a su regarder en ligne droite, rester dans sa ligne. Puis, je lui souhaite une belle victoire parce que je trouve que c'est une belle histoire. Avant de passer au prochain combat, on va faire le restant de la carte. Mais un mot sur les commentaires de Justin Gaethje. Je sais pas si tu as vu hier, mais il a parlé de la paye. Il a dit, et il s'est pas gêné pour lancer des flèches à ses patrons de l'UFC. Lui, il est rendu à la fin de carrière, il s'en fout, là. Il dit, c'est pas normal que j'ai 14 bonnies de performance, mais que ça totalise pas 1 million de dollars. T'sais, ça fait des années qu'on est toujours à 50 000 $, même si l'UFC, la valeur de la compagnie a explosé depuis ce temps-là. Les bonnies sont restés à 50 000 $ et on en donne toujours 3 ou 4 seulement par gala. Et il dit, ils viennent de signer un contrat à 1 milliard par année avec Paramount. Daniel Cormier est allé publiquement, même le gérant de Pimblett est allé publiquement dire, c'est sûr que les payes des combattants vont augmenter. Les bourses vont être plus élevées. Puis Gaethje est arrivé hier dans son média day puis il a dit, moi, je fais pas une scène de plus, même s'il y a un nouveau deal en place. Très critique envers l'organisation à ce statut de sa carrière aussi, Gaethje. Hein? Oui, puis on peut le comprendre. On peut le comprendre parce que on voit de plus en plus de combattants de l'UFC, des jeunes prospects qui ont voulu monter dans l'organisation de l'UFC, un peu des gens comme moi, que ça l'a pas vraiment bien été, qui ont été coupés de l'UFC. Et là, à partir de ce moment-là, tu fais pas une carrière dans l'UFC, tu fais quoi? T'as dédié ta vie au complet au sport de combat. T'as pas d'autres portes de sortie, t'as pas de bouée sur laquelle t'accrocher. T'as fait peut-être 10 en rentrant, tu gagnes, tu doubles, mais tu sais, si tu gagnes pas, tu restes à 10 non-stop tout le temps, puis tes bourses sont pas meilleures. Donc, je peux comprendre un gars comme Justin Gaethje qui se dédie corps, âme, qui est une des plus grosses, qui est une des plus grosses stars de l'organisation, puis qui fait des peanuts en comparaison à des boxeurs, par exemple, ou d'autres athlètes professionnels. Là. Oui, fait que, tu sais, c'est sûr que éventuellement, peut-être que l'UFC va devoir trouver un ajustement, quelque chose à faire avec ça, parce que là, de plus en plus, ça commence à être un sujet qui est quand même critique. Par contre, l'envers de la médaille, c'est que la demande est là. Il y a tellement de combattants. Si c'est pas un, ça va être l'autre. Il y a tellement de jeunes qui rêvent d'aller à l'UFC. Puis, ce sport-là a sauvé tellement de monde, a sauvé tellement de jeunes qui sont dans les dépendances, qui ont des problèmes d'agressivité, qui sont comme les arts martiaux, ça sert à ça un petit peu. C'est vraiment d'être en mesure de canaliser tes énergies, tes émotions de manière positive, de trouver une manière de te dépasser, puis d'aller chercher ton adrénaline. Donc, c'est sûr que je peux comprendre l'UFC. Ça reste une machine à argent. Par contre, il faut donner à César ce qui revient à César. Puis des gens comme Dustin Gaethje, qui 14 bonnies de performance, un des gars les plus spectaculaires, tout le monde veut le voir. Je pense qu'il faut y en donner un petit peu plus. Là.
Intéressante analyse. OK. Sean O'Malley contre Song Yadong. O'Malley, 3e à 135 livres. Yadong, 5e. Belle opportunité pour le Chinois contre une grande vedette. Est-ce que Sean O'Malley va être capable de mettre un terme à sa série de 2 défaites? 2 défaites en championnat contre Merab Dvalishvili, bien sûr, contre le jeune Chinois qui est expérimenté. 2 styles qui se marient bien aussi également. Donc, bonne demi-finale aussi, Johan. Hein? Très bonne demi-finale. 2 combattants, 2 spécialistes du combat debout. Comme tu l'as mentionné, Sean O'Malley qui sort de 2 défaites consécutives. Par contre, Sean O'Malley qui était tellement dominant, tellement convaincant dans sa manière de gagner. On va se souvenir de sa belle victoire contre Aljamain Sterling avec le coup de pied au corps, le step back qui a envoyé le direct, a terminé Sterling. Par contre, là, a un très bon test devant lui parce que Song, c'est un combattant qui est très dynamique, très rapide, travaille en combinaison. Donc, je pense vraiment que l'objectif principal de Sean O'Malley, ça va être de rester à distance, de bouger comme il sait bien le faire, de gauche à droite, travailler avec ses angles, les coups de pied, rester à distance. Est-ce que Song va être en mesure de couper la distance, de travailler avec ses points? Ça va être une bonne question. Chose sûre, 11 KO de la part de O'Malley, 8 KO de la part de Song. C'est pas des gars qui vont chercher à aller travailler au sol, travailler en lutte. Ça va être plus un combat qui va se faire debout. C'est un très, très beau combat relevé pour une demi-finale. J'ai écouté l'analyse de Corey Sandhagen qui disait Song a tendance à, surtout ses coups de puissance, à les projeter un petit peu, à s'avancer, à rentrer un petit peu trop dans ses coups, ce qui le laisse un peu ouvert. Et on sait qu'on va aller des mains très rapides. Puis c'est un gars qui a une boxe tellement naturelle. Il a pas l'air de forcer. Tout lui vient. Une super technique. Très précis également dans ses coups. Donc, Sandhagen est un petit peu inquiet pour Song à ce niveau-là, d'être ouvert contre un gars comme Sean O'Malley qui peut être très précis puis fort en contre-attaque. Là. Exactement. Comme tu viens de le mentionner, la force numéro 1 de Sean O'Malley, c'est de pouvoir tendre un piège avec sa main avant pour que la personne avance et là, pouvoir reculer un petit peu puis lancer sa grande main forte. Comme tu viens de le dire, si Song se commet un petit peu trop dans sa main arrière et perd l'équilibre vers l'avant, on appelle ça overreacher. Donc, il va vouloir vraiment aller chercher puis il va perdre l'équilibre. C'est là que ça peut devenir un danger. Puis O'Malley, on le sait, c'est sa force numéro 1. Va vraiment vouloir travailler les contre-attaques. Va vraiment vouloir tendre une ligne pour que Song embarque dans cette ligne-là et vouloir tout de suite contre-attaquer. C'est sa force. Est-ce que mentalement, il est revenu de ses 2 défaites contre Merab? Je crois que oui. Parce que honnêtement, Merab, ça a été un des plus grands champions. C'est dur de te battre contre quelqu'un qui veut t'amener au sol, qui finalement t'amène pas au sol, te boxe, qui finalement t'amène contre la cage, te brûle les bras, se recule, te boxe encore, finalement t'amène au sol. Comme on sait plus où donner de la tête avec un combattant comme ça. Puis Merab, c'est pas un combattant qui est, permettez-moi l'expression, clean, qui est propre. C'est un combattant qui va envoyer un peu n'importe quoi, n'importe comment. Donc ça devient super difficile de pouvoir dicter puis savoir ce qui s'en vient en avant de toi parce que c'est pas by the book, c'est pas dans les livres. Donc je pense qu'il faut qu'il mette ces 2 performances-là de côté, qu'il se concentre sur ce qu'il fait de bon. Puis ce combat-là, ça risque d'être un combat un petit peu plus sur ses pieds, à l'avantage de Sean O'Malley parce que c'est sa force. Moi, on a deux combats très spectaculaires là, pour cette carte-là de l'UFC. Là. La finale et la demi-finale, c'est des combats extrêmement relevés. Là. Natalia, parlant de combat relevé, avant de parler de Natalia Silva contre Rose Namajunas, ça c'est un combat qui m'intéresse, mais avant ça, c'est Waldo Cortez Acosta contre Derek Lewis, 5e Cortez Acosta chez les lots. Lewis, encore dans le top 10, 8e. Cortez Acosta, c'est un peu la nouvelle coqueluche, hein? Des grosses performances, fait jaser pas mal. Salsa Boy, surtout, c'est son 6e combat en moins d'1 an, puis son 3e combat en 3 mois. On va le faire pendant qu'il est chaud à l'UFC, puis tant qu'il va continuer à gagner, on va continuer à le placer sur des cartes. C'est pas un gars qui est payé à minute, des gros KO également, mais Lewis, tout un morceau. Là. Écoute, si ce combat-là dure 3 rounds, on va tous être extrêmement surpris, là, parce que c'est des gars qui terminent leur combat de manière tellement rapide, de manière tellement expéditive. Puis c'est 2 gars qui ont une force de frappe incroyable. Là. Waldo, c'est son 6e combat, comme tu l'as mentionné, qui est 9-2 à l'UFC. Il y a 4 KO. C'est un combattant qui est très explosif. Lewis, lui, écoute,
C'est 24 en nous a 29 Derek surpris Lewis pour ses KO. Exactement. Nous a surpris avec des coups de genoux à la volée, nous a surpris avec des uppercuts, des mains droites, les crochets de la main avant. Et là, était pas sur une bonne lancée, Derek Lewis. On pensait tous que c'était terminé pour Derek Lewis. Et là, il est revenu avec une condition physique beaucoup améliorée. Là, vraiment, on a vu à son dernier combat, il avait perdu du poids, semblait plus petit, mais nous disait que c'était tout à son avantage, a commencé le combat comme un lion enragé, KO en 35 secondes, puis contre Taliesin Texier, qui était un bon combattant, qu'on pensait qu'il allait passer à travers Derek Lewis. Donc, c'est un combat qui est très excitant, très excitant. On a le vieux loup Derek Lewis qui donne pas encore sa peau contre un jeune lion affamé qui veut vraiment venir faire sa place dans l'organisation. Effectivement, donc ça va être intéressant. Puis implication au niveau de la course au titre. Titre toujours un peu dans le brouillard, là, cette division des poids lourds avec Thomas Pennell toujours blessé. Natalia Silva classée 2e à 125 livres, poids mouche féminin contre Rose Namajunas. Silva s'est pas battue depuis Montréal, donc on avait hâte de la revoir depuis donc le mois de mai, où elle avait complètement dominé l'ancienne championne Alexa Grasso. Mais elle est déjà dans la hiérarchie, la prochaine en liste pour affronter Valentina Shevchenko. Malgré tout, elle accepte de remplacer à pied levé. En fait, elle accepte d'affronter Rose Namajunas. Donc, elle a tout à perdre dans ce combat-là, Natalia Silva, la Brésilienne. Je suis un peu surpris qu'elle accepte, mais très content de la revoir puis de voir qu'est-ce qu'elle réserve à l'ancienne championne des 115 livres, Rose. Là. Personnellement, on ne sait pas quelle Rose va se présenter parce qu'on a différents styles de Rose Namajunas. On le sait, jamais beaucoup d'émotions. Par contre, Silva, c'est un danger. C'est un danger, cette fille-là, à 125 livres. Pas une fille qui va passer beaucoup de KO, mais un très, très beau talent puis une des meilleures kickboxeurs dans les combattantes féminines, chez les dames. Si vous avez jamais vu Natalia Silva combattre, là, elle est 7-0 à l'UFC. Elle a 13 victoires consécutives. Cette fille-là envoie à peu près 4 coups en 2 secondes. Elle est rapide comme l'éclair. Et comme tu viens de le mentionner, c'est pas une fille qui va chercher le KO, mais souvent, c'est la chose à faire. Ne pas chercher le KO fait en sorte que tu ne perds pas ton équilibre, que tu restes toujours en haut de tes pieds, que tu fais juste allonger tes bras puis toucher rapidement. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que Rose Namajunas semble, dans les derniers combats que j'ai vus, semble quand même briser rapidement mentalement suite aux dernières leçons, expériences qu'elle a eues dans la cage, spécialement, je pense à la projection qu'elle a eue sur la tête face à Andrade. On dirait que depuis ce temps-là, ça a été plus difficile. Là, 3-2 chez les 125 livres. Par contre, Namajunas, c'est pas une fille qui a une force de frappe extrême. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui va peut-être être en mesure de vouloir utiliser sa lutte, son jiu-jitsu brésilien contre une Natalia Silva qui est très dynamique, très rapide. Par contre, le style de Natalia Silva fait en sorte qu'elle est extrêmement difficile à apporter au sol parce qu'elle ne s'emporte pas dans ses frappes. Elle ne perd pas l'équilibre. Elle est toujours rapide avec un petit mouvement défensif. Donc, c'est un combat qui est très excitant. Je souhaite voir Rose au sommet de sa performance. Si c'est le cas, on peut avoir un combat très, très, très coriace. Et Silva accepte, en fait, j'allais le dire, là, mais elle remplace, en fait, Grasso. Ça devait être initialement Alexa Grasso contre Rose Namajunas. Grasso, petite blessure, ça retarde, elle, son retour dans la cage. Elle va se battre en mars contre Macy Barber, donc dans 2 mois. Mais c'est Silva qui remplace contre Namajunas à pied levé. Et contre Grasso, en mai à Montréal, elle avait dominé, mais c'est qu'elle s'est pas fait toucher. Son jeu de pied, c'est très, très, très difficile de couper l'octogone contre une Natalia Silva qui est toujours sur la pointe des pieds, qui se déplace extrêmement bien, qui se trouve des angles pour attaquer. Donc, c'est une bonne combattante de karaté, Namajunas, mais est-ce que son jeu de pied est assez adéquat pour rivaliser avec celui de Natalia Silva? Ça va être intéressant. Tu peux me parler d'Arnold Allen en détail? Il est au Tristar, il s'entraîne. Comment ça s'est passé son entraînement? Parce que contre John Silva, gros cogneur, ça, c'est un combat que j'en cercle et que j'ai hâte de voir. Là. Ce combat-là pourrait clairement être en co-main event. OK? Ouais. Arnold Allen qui est un des meilleurs combattants
de l'organisation de l'UFC de loin. On peut se rappeler des guerres qu'il a faites contre Max Holloway, Evolvev qu'on a eu. Écoutez, il les a toutes affrontées. Arnold Allen, c'est un monstre dans le gym. C'est un gars qui a... premièrement, son père, c'est un homme fort. C'est un homme fort. Il doit peser à peu près 350 livres de muscles. Donc, il a été habitué rapidement à ça. Quand il est pas en camp d'entraînement, il lève, il pousse, il est fort physiquement pour sa catégorie de poids. Donc, on peut penser que rapidement, la force dans ce combat-là va aller en faveur de John Silva, mais je suis pas certain. Okay. Chose sûre, c'est que Arnold Allen, c'est un combattant qui est très intelligent. C'est pas un gars qui va vouloir aller à la guerre avec Jean Silva parce qu'il sait c'est trop risqué. Va utiliser ses kicks, va vouloir rester à distance, va essayer de se déplacer gaucher-droitier un petit peu, a une bonne boxe, est très rapide, a des très bons coudes, un très bon Muay Thai aussi. Va être dur à amener au sol si Jean Silva veut essayer de l'amener au sol parce que je vous le dis, c'est sprawl, des très belles réactions. Moi, je trouve ça toujours extrêmement inspirant quand j'arrive au Tristar puis que je vois des Arnold Allen, Eamon Zahabi. Là, on a Rob Font qui est revenu. On a Xavier Aloui qui est là. Louis Senedakis. C'est une chambre dans... Du talent. Il y a du talent au pied carré, là. Mais il y a pas juste du talent, il y a de l'énergie, il y a du positivisme. Les gars s'entraînent fort, ils poussent, ils filment leur technique, ils regardent leur technique, ils répètent. Ils sont toujours là à travailler en extra work. Pour moi, un gros 185 livres, quand j'arrive là, je vois ces gars-là qui sont plus petits, qui ont tellement d'énergie, qui sont positifs, qui sont là à travailler en extra tout le temps. Ça l'amène une énergie au Tristar qui est incroyable. C'est ce qui fait en sorte que j'aime autant aller au Tristar, que je fais 1h15, 1h30 de route pour y aller. Je me tape 2 heures de trafic pour en revenir, mais ça vaut le temps parce que quand j'arrive là-bas, là, je suis tellement inspiré par leur talent. Puis Arnold Allen, honnêtement, c'est un talent brut. C'est un gars qui travaille extrêmement fort. Toujours à l'entraînement, toujours positif, peu importe ce qui arrive, on se présente. Fait que je suis vraiment excité. Puis écoutez, on a mis des 3 gars sur Arnold Allen en alternance. Un gars, 1 minute, un gars, 1 minute, un gars, 1 minute, sans arrêt. Je l'ai jamais vu manquer d'énergie. Il est là, il est prêt. Donc vraiment là, c'est une grosse victoire qui l'attend. Je le souhaite pour mon coéquipier du Tristar. Là. Tu as mentionné ses guerres contre Max Holloway en 2023. Blessé, revenu contre Evloev en janvier, il y a 2 ans, défaite. Donc 2 défaites de suite, mais ça n'a pas l'air de l'avoir affecté. Et c'est l'élite là, à 145 livres, on parle de ces 2 gars-là. Il est revenu avec une grosse victoire en juillet 2024 contre Giga Chikadze. 1 an et demi d'absence quand même pour Arnold Allen qui revient finalement contre Jean Silva. J'espère qu'il va avoir une grosse année, qu'il va commencer avec une victoire en fait, et qu'il va avoir une grosse année, il va pouvoir se battre un peu plus souvent. Là. Parce qu'on a tendance à l'oublier à 145 livres où il y a énormément de talent et de profondeur. Mais s'il est capable de rester en santé et d'être actif, Arnold Allen, il est classé toujours 6e quand même là, chez les poids plumes de l'UFC. Il affronte John Silva. Coqueluche brésilienne, un gars qui laisse personne indifférent lui aussi, un gars très excitant qui est classé 10e, donc ça promet. On va aller rapidement pour quelques autres combats. Le final des combats préliminaires sur TVA Sport 2. Umar Nurmagomedov contre Deiveson Figueiredo. Est-ce que Figgy a une chance? Johan, Umar Nurmagomedov est favori à 15 contre 1. Imagine, on donne pas beaucoup de chance aux Brésiliens. Là. Ben, écoutez, vous savez où mettre votre argent si jamais vous voulez faire un pari sportif, hein, parce que faut jamais compter Figueiredo comme battu. Homme battu. Parce que, honnêtement, un jiu-jitsu brésilien très dominant encore, est capable de se défendre sur ses pieds. C'est sûr que là, affronte Nurmagomedov. Nurmagomedov, écoute, est-ce qu'il va... 19-1, sa seule défaite, c'est contre Merab. Ouais. C'est contre Merab. Est-ce qu'il s'est rebattu depuis? Mario Bautista au mois d'octobre. Puis ça a été facile. Exactement. Ça a été une petite victoire facile. Donc, c'est sûr que là, ça va être de voir comment Figueiredo va vouloir passer à travers, mais c'est sûr et certain que Nurmagomedov a des mains très rapides, une lutte qui est très dominante. Est-ce que le jiu-jitsu brésilien va être en mesure de pouvoir rivaliser avec la lutte de Nurmagomedov? On verra. C'est sûr qu'une fiche de 19-1, c'est très impressionnant. Ateba Gauthier contre André Poulaev. Est-ce que le show Ateba Gauthier va se poursuivre? Ma recrue de l'année en 2025 à l'UFC, 3-0, 3 KO au premier round. Un jeune poids moyen
qui est découpé dans le rock et qui a de la dynamite dans les gants. Honnêtement, lui aussi, il est grandement favori. C'est 9 contre 1, je pense. On donne pas grand chance aux Russes ici. Ouais. Non, c'est sûr. Puis tu sais, comme tu l'as mentionné, frappe tellement lourd et tellement athlétique, semble être extrêmement gros pour un 185 livres. Je sais pas à combien il monte dans l'octogone le soir du combat, mais il doit être pas loin de 220 livres. Pouliev, par contre, 10-3, 6 KO, 2 soumissions, un gars qui est capable de terminer ses combats aussi, a vu des décisions. Est-ce qu'il va être en mesure de laisser passer la tempête? Parce qu'on le sait, c'est une tempête en partant là, contre Ateba Gauthier. Mais encore là, un combat très relevé. Depuis le début, on annonce des combats. C'est juste des beaux combats. Là, on parle de désespoir, des recrues de l'UFC, mais un combat très relevé, encore une fois. Là. Honnêtement, d'un bout à l'autre, cette carte-là est sensationnelle. Alex Perez contre Charles Johnson chez les Mouches. Perez a besoin d'une victoire. C'est 2 combattants du top 15. Moi, je pense que Perez... 1-5 à ses 6 derniers, ça passe ou ça casse pour lui peut-être sa carrière à l'UFC. Et surtout que Johnson est sur toute une séquence et est peut-être le combattant le plus sous-estimé de la catégorie parce que ça a mal commencé sa carrière à l'UFC. Il a commencé 1-4, mais il est 5-1 à ses 6 derniers, puis il y a une victoire contre Joshua Van dans cette séquence-là. Van qui est le champion en ce moment. Donc Johnson, c'est vraiment sous-estimé. Johnson sous-estimé, puis je me rappellerai toujours, j'ai fait un combat avec lui sur la même carte de l'UFC, puis on signait des posters les deux ensemble. Un gars tellement gentil, une personnalité en or. Il m'a demandé mon téléphone, on échangeait nos téléphones, il me disait hey, cette semaine, si jamais tu veux, on va manger, puis je le suis sur les réseaux sociaux, puis c'est un gars qui s'entraîne extrêmement fort. Il lutte à chaque jour, a des mains très rapides, un cardio et une résilience incroyable. À plusieurs reprises dans ses combats, il se fait toucher. On le pense pour vaincu et il revient avec une belle victoire. C'est arrivé plusieurs fois dans ses derniers combats qu'on pensait que c'était terminé pour lui. Il réussit à revenir avec une victoire. Donc, Charles Johnson, qui est à prendre au sérieux, puis comme tu l'as mentionné, a déjà battu notre champion en ce moment, Van. Donc, pour lui, c'est une opportunité grandiose de se rapprocher du top 10. Là. 100%. Et un mot rapide sur Michael Johnson contre Alexander Hernandez. Ça, c'est sur la carte préliminaire pour vous donner une idée de la profondeur de cette carte-là. On parle de 2 vétérans, 2 gars qui en ont vu d'autres, mais c'est surtout 2 vétérans qui connaissent peut-être les meilleurs moments de leur carrière. Johnson a 39 ans. On se rappelle, Michael Johnson, là, il était dans l'équipe de Georges Saint-Pierre, dans l'équipe de l'Ultime Combattant en 2008. Il est à l'UFC depuis ce temps-là, mais il est sur une séquence de 3 victoires, le vétéran de 39 ans, et Alexander Hernandez, 33 ans. Son 18e combat à l'UFC, 4 victoires consécutives. Donc, honnêtement, ces 2 gars-là s'approchent, alors qu'on pensait que leur carrière était terminée, s'approchent d'une place dans le top 15. Encore une fois, ils ont déjà été dans le top 15, ils pourraient y revenir tard dans leur carrière. Ouais, exactement. La seule chose que je vois qui pourrait avantager Hernandez, c'est peut-être sa condition physique un petit peu. Parce que c'est sûr qu'Hernandez, on le sait, 33 ans, en très bonne forme physique, mais c'est pas le Hernandez des premiers temps qu'on voyait confiant. Mais c'est la même chose du côté de Johnson. Johnson, par contre, moi, pour l'avoir vu s'entraîner au Kill Cliff, il s'entraîne avec des jeunes loups à longueur de journée. Donne pas sa peau, donne des gros rounds, est très dur à amener au sol, est très difficile à amener au sol, Michael Johnson. Donc, j'ai hâte de voir, mais une chose est certaine, ce combat-là est très important pour l'un et pour l'autre. UFC 324, c'est ce samedi, carte préliminaire des 17h, des 19h plutôt, sur les heures changent, en 2026. 19h, donc carte préliminaire sur TVA Sport 2 et carte principale 21h sur Indigo télé à la carte. On vous le répète, au Canada, ça ne change pas. La formule télé à la carte demeure en 2026. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. On a parlé de Song Yadong contre Sean O'Malley, promu au rang de demi-finale parce que, bien sûr, on le disait la semaine passée, Kayla Harrison contre Amanda Nunes, ça n'aura pas lieu. Harrison a été opérée avec succès au cou, est en remise en forme et le retour d'Amanda Nunes attendra. Et même s'il y a eu des filles qui ont levé la main, Norma Dumont, entre autres, Amanda Serrano, la boxeuse, a levé la main pour dire je suis prête à affronter Amanda Nunes cette fin de semaine à l'UFC 324. Johan Dana White a dit on attend le retour de Kayla Harrison, et à mes yeux, c'est la bonne décision. Il n'y a pas de plus gros combat féminin à faire en ce moment à l'UFC. Je trouve que c'est une bonne décision d'attendre que Kayla Harrison revienne pour faire
la championne Harrison contre la meilleure de tous les temps, Amanda Nunes. T'en penses quoi? Mais je trouve que c'est une bonne décision. Puis en fait, ce que je trouve, c'est que c'est très respectueux de la part de l'UFC. C'est très respectueux de la part de l'UFC de dire, écoute, notre championne Harrison a été blessée. C'est pas une situation facile pour elle en ce moment. On va pas lui mettre encore plus de poids sur les épaules. On va la laisser prendre le temps de récupérer. C'est le combat qu'on veut voir. Puis quand ça sera le temps venu, on ramènera ces deux femmes-là pour offrir un combat. Fait que je trouve que, tu sais, on peut dire beaucoup de choses contre l'UFC. Je trouve que ça, c'est une belle marque de respect, une belle preuve de respect puis de loyauté envers la championne. 100% d'accord avec toi. Donc, on n'a pas d'échéancier précis. On ne sait pas exactement quand Kayla Harrison sera en mesure de revenir. Mais quelque part en 2026, c'est ce que dit Dana White. On verra ce combat Amanda Nunes contre Kayla Harrison. Chandler contre McGregor. Semblerait que ce n'est plus sur le radar de l'UFC. Dana White a dit, ça c'est v'là 2 ans. On est ailleurs maintenant. De un, il dit, on ne sait pas si Conor McGregor va revenir sur la fameuse carte de la Maison-Blanche. Et donc, a un peu dit que s'il revenait, ce ne serait pas contre McGregor. Jorge Masvidal est entré dans la discussion, s'est montré intéressé. Même chose, Dana White a dit, c'est des rumeurs. On va commencer à préparer et à faire le fameux matchmaking après l'UFC 324. Donc, pour l'instant, on n'a rien à annoncer. Mais il se garde des cartes dans son jeu. Hein. Ça, c'est le classique Dana White aussi. McGregor le dit qu'il veut revenir. John Jones le dit qu'il veut revenir sur cette carte-là. Puis Dana White dit, attendez un petit peu, on verra. On doit renégocier le contrat de McGregor. Donc, il se garde des munitions pour dire, peut-être qu'il va revenir, mais pas à n'importe quel prix. Puis s'il veut la palette, entre guillemets, Conor McGregor, l'UFC n'est pas prêt à lui dérouler le tapis rouge non plus. Donc, tactique, oui, de négociation du côté de Dana White, d'un petit peu calmer un peu les ardeurs de tout ça. Là. Ben, je pense que oui, tu sais, puis c'est tellement facile de s'emporter avec l'UFC, de s'emporter avec des grands noms comme là. Masvidal, il sort de où? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu. On n'a pas entendu parler de José Masvidal. Là, prends l'opportunité d'entendre la Maison-Blanche. Chandler, McGregor, ça fonctionne pas. M'en affronter un des deux, moi, tu sais, puis reviens dans le troupeau avec ça. Donc, tu sais, tous les scénarios puis tous les moyens sont bons pour revenir se mettre devant les écrans. Chose certaine, c'est tous des noms qu'on veut revoir. C'est tous des noms spectaculaires. John Jones, McGregor, Chandler, Masvidal. C'est tous des gars que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, qu'on souhaite revoir dans l'octogone. Par contre, McGregor, en ce moment, y a-tu quelqu'un de moins fiable que ça pour un combat? T'sais, on peut pas se fier là-dessus. Oui, oui, exactement. Sauf que c'est ça. Je pense que ça prend un contrat précis, peut-être une clause. Ça prend quelque chose de signé qui va dire, écoutez, on s'engage, on a un combat, à moins d'une blessure et d'un papier médical, puis quelque chose de vraiment grave, il faut qu'on prenne action, il faut qu'on prenne parole. Puis je pense que c'est une sécurité d'esprit de Dana White de se dire ça. Il doit être un petit peu tanné d'offrir des contrats ou des galas puis des combats spectaculaires que tout le monde s'attend puis qu'à la dernière minute, ça se retire. Exactement. C'est arrivé quelques fois avec McGregor. C'est arrivé une fois, plusieurs fois. Les négociations ont toujours été dures avec John Jones, mais c'est arrivé à quelques reprises. Test dopage positif. À l'UFC 200, c'était la finale de l'UFC 200. Immense événement en 2016. Daniel Cormier contre John Jones. À 3 jours d'avis, John Jones, test positif. On est obligé d'appeler en renfort Anderson Silva. Tu sais, il s'en rappelle, Dana White. Puis il le ramène souvent de dire John Jones, pas fiable. McGregor, pas nécessairement très fiable. Grosse vedette, gros combattant. On leur enlève rien. Mais si moi il faut que comme tu dis, que je sécurise un gros gala, c'est peut-être pas les gars que je vais aller chercher pour m'assurer qu'on va donner un gros spectacle. Donc, à suivre, mais les discussions reprennent et comme on le dit à chaque semaine, on va continuer d'en parler. On termine l'émission avec un peu de nouvelles de la PFL parce que le fondateur et président de l'organisation, Don Davis, a annoncé qu'il quittait ses fonctions, qu'il quittait la PFL cette semaine. Il avait acquis World Series of Fighting il y a 8 ans. Il en a fait la PFL, il l'a créé. Il a fait beaucoup de bonnes choses, Don Davis. Belle expansion au cours des 8 dernières années. On est devenu clairement la 2e plus grande organisation derrière l'UFC. Expansion du côté de l'Europe avec la PFL Europe. Expansion en Afrique avec PFL Afrique. On a reçu Alain Majoré qui, il y a quelques semaines avant les fêtes, se battait. Malheureusement, a perdu en raison d'une coupure, mais était en combat de championnat de la PFL Afrique. A tenté de créer des choses.
Il a acquis Bellator aussi dans les dernières années. Bref, beaucoup de points positifs, mais ça semblait difficile dernièrement. Négociation très difficile, surtout avec les anciens combattants de Bellator. Il y en a plusieurs qui ont quitté, qui étaient vraiment mécontents. L'acquisition de Francis Ngannou n'a jamais vraiment porté ses fruits. Beaucoup d'administrateurs et de dirigeants de la PFL, Ray Sefo, un gars qui s'appelle Peter Murray, qui était le PDG, ces gars-là ont quitté dernièrement. Donc, on sent vraiment que les investisseurs de la PFL voulaient un changement de garde. Puis là, on se demande vraiment où s'en va cette organisation-là. On était sur une belle ascension, puis là, on semble un peu en régression. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, exactement. Puis la PFL a été beaucoup moins active qu'on l'aurait imaginé dans les derniers temps. On s'attendait à plus de galas, des galas un petit peu partout dans le monde, exactement, avec des grosses têtes d'affiches. Ça n'a pas été ce qu'on s'attendait nécessairement. Donc, je pense que là, ça peut être une belle porte d'entrée pour eux, de peut-être se repartir, se resolidifier. Partir sur des nouvelles bases, en fait. Là. Exactement, repartir sur de nouvelles bases parce que on pensait peut-être pouvoir donner une rivalité à l'UFC, mais c'est loin d'être arrivé pour le moment. On pense au Kayla Harrison. Tu sais, les grandes vedettes, le Kayla Harrison a quitté pour l'UFC. Aaron Pico, Patchy Mix, Patricio Pitbull, tous ces gens-là ont quitté pour l'UFC. On n'a pas vu beaucoup AJ McKee, Gegard Mousasi, problème de contrat également. Donc, vraiment, vraiment difficile de créer quelque chose. Donc, effectivement, peut-être, il dit qu'il s'est rendu compte qu'il était peut-être plus la personne qu'il fallait pour mener ce navire-là au prochain niveau. On verra si son successeur y arrivera ou si ce sera plutôt un effondrement et que l'UFC reprendra encore plus le monopole après cette décision-là. Bref, ça va être intéressant à suivre parce qu'avoir une saine compétition, c'est toujours bon. Ouais. Et pour l'instant, c'est un peu plus difficile pour cette deuxième organisation mondiale, la PFL. Yohan, merci énormément. Je te laisse aller te reposer aujourd'hui. Reprends tes forces. Gros sparring demain. Hâte d'entendre la suite de ta préparation la semaine prochaine. Merci beaucoup à Phil en régie. Merci beaucoup à vous à la maison. Le SOS Podcast, présentation de Cube Radio. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, sur le tvasport.ca, sur la page YouTube de TVA Sport et bien sûr sur Cube. Yohan, merci. Je m'appelle Ben Baudouin. À la prochaine, tout le monde. Ciao. SOS Podcast!